rebonjour à celles et ceux que je n'ai pas eu la chance de saluer ce matin. Est-ce que le café était bon pour ceux qui ont fait une pause? Oui? Bon. Alors c'est parfait, nous allons pouvoir commencer. Juste avant, quelques mots pour vous rappeler que ce congrès se veut interactif. Vous pouvez donc poser toutes les questions que vous souhaitez à nos intervenants. Ils se feront un plaisir d'y répondre à l'issue de chaque table ronde. Pour cela, c'est très simple, c'est la même formule que l'année dernière. Vous pouvez vous connecter dès à présent sur l'appli qui s'affiche juste derrière moi, pharma.appli.live, pour ensuite vous appuyer sur chat, tout simplement. Vous tapez sur le petit plus, voilà, vous saisissez votre question et pour la valider, vous appuyez sur la flèche. C'est très simple et n'hésitez pas à liker toutes les questions qui vous semblent pertinentes. Alors, on démarre. Comme chaque année, vous le savez, nous vous proposons une rétrospective avec tous les principaux temps forts qui ont ponctué cette année. Je vous propose de la découvrir dès à présent en images. Regardez. Le congrès de Lyon a permis de se retrouver enfin et de faire oublier à la profession la pandémie de Covid-19. Le temps d'un instant seulement. Car en novembre, le variant Omicron déclenche une 5e vague épidémique dans l'Hexagone. Oui, le virus circule à nouveau, il circule vite, il circule partout, en France et dans le monde. Les officinaux sont encore et toujours sur le pont pour dépister et vacciner, avec cette fois l'aide des préparateurs. Mais beaucoup sont épuisés et surtout écœurés. La possibilité offerte à la grande distribution de vendre des autotests leur reste en travers de la gorge. Nous avons eu une rencontre avec le ministre de la Santé hier pour lui dire que ça ne se fait pas comme ça. D'abord, on explique la stratégie et ensuite on prend les mesures. En ce début d'année, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 entre en vigueur. Parmi les mesures adoptées par le Parlement, l'expérimentation du remboursement des substituts nicotiniques délivrés sans prescription par les pharmaciens et la réintroduction de la substitution des biosimilaires par les officinaux. Bonne nouvelle, la pénalité financière qui menaçait les pharmaciens non engagés dans la sérialisation est rejetée par le Conseil constitutionnel. Début mars, 12 candidats sont officiellement autorisés à se lancer dans la course à l'Élysée. Tandis que la campagne bat son plein, les pharmaciens continuent de se mobiliser contre l'épidémie de Covid-19, même si celle-ci marque le pas. Dans ce contexte, la baisse de la rémunération des tests antigéniques qui intervient le 1er avril ne leur donne pas envie de sourire. Elle découle d'une décision unilatérale du ministre de la Santé, comme le rappelle Philippe Besset. Le ministre a tranché, on s'est beaucoup battu pour essayer de ne pas avoir cette baisse. Après plusieurs semaines de campagne électorale, le verdict tombe le 24 avril à 20h. Emmanuel Macron l'a promis, la santé sera l'un des chantiers prioritaires de son nouveau mandat. Il propose notamment de mettre en place un bilan de prévention en santé complet et gratuit aux âges clés de la vie et souhaite créer un système de pharmaciens référents pour un territoire donné, comme le docteur François Braun, chargé des questions de santé du candidat Macron, l'explique lors d'une rencontre avec les officinaux à la Maison des pharmaciens. Si on veut résoudre rapidement et de façon pérenne cette problématique d'accès à la santé, il est indispensable de s'appuyer sur tous les professionnels de santé. Et c'est dans cet axe-là que vous avez vu la proposition de pharmaciens référents, d'infirmiers référents pour les patients. Ces mesures du programme d'Emmanuel Macron figurent parmi les 20 propositions du manifeste rédigé par la Fédération pour une santé plus proche, plus préventive et plus sûre. Adressé à l'ensemble des candidats, ce manifeste permet de débattre avec plusieurs d'entre eux autour de la place du pharmacien dans le futur quinquennat, alors que la santé est finalement peu présente dans la campagne. Au-delà du référent santé d'Emmanuel Macron, d'autres acceptent également d'échanger directement avec les pharmaciens lors de webinaires organisés par la FSPF. La candidate Valérie Pécresse vient en personne répondre aux questions de la profession. Le pharmacien d'officine, c'est un professionnel de santé au sens très fort du terme parce que c'est aussi un pilier de l'aménagement du territoire en santé. La FSPF ne s'arrête pas là et poursuit sa mobilisation auprès des candidats aux élections législatives des 12 et 19 juin avec l'objectif de peser dans les futurs débats parlementaires.
Fin mars, Philippe Besset est reconduit à la tête de la fédération pour 3 ans, entouré d'un nouveau bureau national. Un bureau national élargi, parmi lesquels figurent 8 anciens membres chargés d'apporter leur expérience. Six petits nouveaux font leur entrée dans le respect de la parité. Après un premier mandat marqué par la crise sanitaire, mais aussi par la victoire de la FSPF aux élections URPS, Philippe Besset veut désormais se consacrer au déploiement de la nouvelle convention avec l'assurance maladie qu'il a signée en mars à l'issue de 4 mois de négociations. Une convention particulièrement ambitieuse sur le plan de la prévention, dont certaines dispositions sont entrées en vigueur le 7 mai. Dépistage du cancer colorectal, dispensation à domicile, pharmacien correspondant ou encore dispensation à l'unité. Même si un décret et 2 arrêtés sont venus entériner l'élargissement des compétences du pharmacien en matière de vaccination, le dispositif n'est pas encore tout à fait complet et le président de la FSPF appelle ses confrères à un peu de patience avant de s'engager dans cette nouvelle mission. Donc retenez, pour simplifier, que le top départ de la vaccination pour tous les vaccins, c'est en fait le 1er janvier 2023. En attendant, il faut accompagner les pharmaciens pour mettre en place les dispositions prévues par la nouvelle convention. La FSPF a conçu un e-book pour ses adhérents, proposant notamment des fiches pratiques. Le syndicat va également entamer un tour de France à l'automne pour expliquer la convention aux confrères et leur donner les moyens de se l'approprier. Le rendez-vous est pris. Alors, très bien, nous venons de le voir dans cette rétrospective. Le 9 mars dernier, la nouvelle convention entre l'assurance maladie et les officinaux a été signée. Nous allons la décrypter ensemble et pour cela, j'appelle sur scène maintenant M. Thomas Fathomme, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. Soyez le bienvenu. Et Philippe Besset, président de la FSPF. Merci de me rejoindre. Soyez les bienvenus. Voilà, vous pouvez prendre place. Et alors, on va démarrer tout de suite avec un premier thème sur les axes forts de la Convention. Et ma première question s'adresse à vous, Thomas Fathomme. Quels sont, selon vous, justement, les axes forts, les grands axes de cette nouvelle Convention ? Alors, bonjour à toutes et à tous d'abord, et très heureux d'être parmi vous ce matin. Avant de rentrer dans les axes forts, peut-être un mot pour dire qu'on avait dialogué ensemble en octobre, si mes souvenirs sont exacts, à Lyon, dans une configuration assez proche, et on avait fixé ensemble un certain nombre de priorités, et on avait, je crois, constaté une assez bonne convergence à la base. Moi, j'ai simplement envie de partager avec vous que, en tout cas, vu l'assurance maladie, quelque part, mission accomplie, parce que on a travaillé très intensément sur 4 mois. On a su, je crois, en méthode, identifier les sujets sur lesquels on voulait, entre guillemets, aboutir, et on s'est donné les moyens. Et puis, on s'est fixé aussi un programme de travail en se disant on ne pourra pas tout traiter tout de suite. Il y a un certain nombre de sujets qu'on va séquencer, on y reviendra sûrement dans la discussion. Donc, en tout cas, je ne parle pour l'assurance maladie, à la fois en méthode et sur le fond, on a vraiment l'impression d'avoir entre guillemets, bien travaillé, et au service, en effet, d'un certain nombre d'axes forts, j'y viens. Évidemment, le premier, il est très bien illustré dans le film, c'est bien sûr la prévention, le rappel vaccinal, le cancer colorectal, les infections urinaires, des sujets très concrets qui consolident la place des pharmaciens en matière de prévention. Et évidemment, on y reviendra aussi, c'est l'enseignement de la crise, et c'est aussi un axe majeur pour l'assurance maladie que davantage se reposer sur davantage de professionnels de santé pour être des promoteurs, des leviers, des acteurs des politiques de prévention. Le deuxième axe, il est peut-être un tout petit peu plus traditionnel, mais il reste évidemment très important, et je pense qu'évidemment dans
dans la pratique quotidienne, dans les missions des pharmaciens, c'est important, c'est le bon usage des produits de santé. Autour des sujets comme la ROSP, bon usage, autour des sujets qui sont aussi des sujets de prévention, de l'accompagnement des femmes enceintes sur la bonne utilisation des médicaments dans cette période-là. Là aussi, des objets concrets, des leviers qui vont s'activer progressivement et qui sont, je crois, assez structurants. Troisième volet, c'est le parcours de soins. On a fait l'analyse, je pense que là aussi on y reviendra conjointement, qu'il fallait bien sûr essayer à la fois de déverrouiller un certain nombre d'éléments de ce parcours, de donner davantage de capacité du pharmacien à faire. C'est la dispensation à domicile, c'est le pharmacien correspondant qui vont, voilà, on y reviendra. On a fait des premières étapes, c'est sûrement pas la fin de l'histoire, mais ça acte un rôle évidemment nettement plus important du pharmacien dans ce parcours de soins du patient. Et puis le dernier volet, mais encore une fois, c'est un survol qui se contente d'identifier les principaux axes, c'est le numérique. On a une feuille de route numérique en santé, là aussi on l'avait partagée en octobre, qui est très ambitieuse. Eh bien la convention, je crois, elle vient poser des sujets, elle vient accompagner les pharmaciens sur l'alimentation de mon espace santé, sur la e-prescription, sur toute une série de sujets sur lesquels on sait qu'on a 2 à 3 ans devant nous extrêmement importants, sur lesquels on va avoir, je crois, en tout cas permettre de financer, y compris aux professionnels, y compris aux pharmaciens, des logiciels qui sont, entre guillemets, labellisés Ségur, comme on dit dans le jargon, et donc qui vont leur permettre, je pense, de remplir ces missions, mais fondamentalement, c'est bien dans l'usage que les choses vont se vérifier, comment les pharmaciens vont appréhender ces nouveaux usages, et on souhaite pouvoir les accompagner, y compris les inciter financièrement. Mais on est très confiant, donc voilà, si on veut vraiment balayer ces sujets-là, prévention, parcours de soins, bon usage du médicament numérique, c'est vraiment les 4 axes forts de cette convention, sachant encore une fois qu'on a un programme de travail ambitieux pour la suite. Merci. Nous allons évidemment rentrer dans le détail de ces axes forts, Thomas Fathomme. Philippe Bessé, pour compléter la réponse de Thomas Fathomme, quelles sont les grandes avancées apportées par cette convention pour les pharmaciens ? Je crois que les grandes avancées apportées par la convention sont d'abord pour les assurés sociaux. Parce que ce qui est négocié, le directeur négocie pour le compte des assurés sociaux. Et donc, il faut bien avoir en tête que les termes de ce contrat qui lie une profession avec l'assurance maladie sont essentiellement une amélioration du parcours, une amélioration des soins, une amélioration de la prise en charge pour les assurés sociaux. Alors, évidemment, mon rôle et le rôle de la FSPF dans ce cadre est d'avoir les moyens de ces missions nouvelles qui sont confiées aux pharmaciens afin de pouvoir au mieux les assumer. Je ne vais pas redonner et relister les missions qui ont été données par le directeur, puisque je pense que tout est au rendez-vous, mais il faut retenir peut-être deux ou trois points clés. La première, c'est que nous avons fait le pari dans cette convention, on l'a dit ambitieuse, on l'a dit prospective, on a fait le pari d'enclencher des thématiques, même si nous savons qu'il nous manque des éléments pour pouvoir les mettre en œuvre. Parfois des éléments informatiques, parfois des éléments réglementaires, parfois des éléments de formation. Donc nous avons souhaité néanmoins inscrire dans le marbre la feuille de route de ces nouvelles missions du pharmacien. Et donc ça va nécessiter un gros effort de déploiement. Le déploiement, ça veut dire la prise en compte par l'ensemble du réseau de ces missions, de ce qu'il doit faire désormais, en plus de la mission de délivrance du médicament, même si cette mission de délivrance du médicament est également améliorée par la Convention, ça a été dit, sur le bon usage des produits de santé. Et quand je parle de déploiement, pour nous, ça veut dire explication, ça veut dire aussi prise en compte du nombre de pharmacies, du nombre de professionnels qui s'impliquent. Moi, mon objectif, c'est que 100% s'impliquent. Et ça signifie que nous devons répondre aux interrogations des petites pharmacies, des confrères qui nous disent « je n'y arrive pas parce que l'équipe officinale n'est pas suffisante pour le faire ». Donc tout ça,
c'est un gros chantier en plus du reste. Donc, déploiement, et ne vous attendez pas, on en parlera tout à l'heure par rapport à quand est-ce que ça se met en place, parce qu'il y a cette impatience qui est de tous, mais c'est vraiment une volonté de montrer la voie, même si nous assumons le fait qu'à chaque dispositif, il manque quasiment quelque chose encore pour pouvoir le déployer de façon fluide. Ensuite, donc, la prévention est donc au cœur du sujet, et je voudrais insister sur un deuxième point fondamental, c'est que cette convention, elle consacre le fait que le pharmacien est autonome dans ses actes sur de nombreux actes qui sont inscrits dans cette convention. Il dépendait jusqu'à présent, quasiment dans l'exclusivité des actes qui lui étaient demandés pour les assurés sociaux, de la prescription d'un médecin, d'un infirmier, d'un autre soignant, en fait. Nous dépendons pour faire nos actes de la prescription de quelqu'un d'autre. Là, à peu près l'ensemble des nouveaux dispositifs sont à la main du pharmacien. C'est quelque chose qu'il va falloir apprendre à faire, parce que c'est quelque chose de nouveau. Nous n'avons pas l'habitude, nous ne sommes pas formés à proposer, à aller vers. Et cette politique d'aller vers, c'est une des clés de cette convention. Et donc, ça veut dire nous l'approprier. Clairement, le pharmacien, ce qu'il sait faire, je l'ai dit hier déjà, je le redis, ce qu'il sait faire, c'est répondre à la demande du patient, répondre à la demande de l'usager. Quand quelqu'un vient, on se met en quatre pour le servir. C'est un peu notre métier. Là, au lieu de le servir, il va falloir qu'on lui propose une vaccination, qu'on lui propose un dépistage, qu'on lui propose un accompagnement, qu'on lui propose une explication, un conseil. C'est un nouveau métier. C'est quelque chose sur lequel il faudra véritablement se former. Et le dernier point, cette révolution numérique, que peut-être vous n'appréhendez pas malgré qu'on insiste sur le fait que c'est un Big Bang numérique qui va arriver, c'est véritablement un chamboule-tout. Bien là aussi, c'est une façon de travailler nouvelle qui va s'imposer. En fait, on est sorti en 2012 de la logique de commerce pour rentrer véritablement dans la logique de santé avec la modification du mode de rémunération. Désormais, avec le logiciel, on va sortir de cette logique de nouveau de commerce parce que nos logiciels sont actuellement avant tout des logiciels de vente et ils vont devenir des logiciels patients, des logiciels usagers. Ça veut dire que la première des choses que nous devons faire, c'est d'identifier la personne qui est en face de nous. Parce qu'en l'identifiant, on va pouvoir savoir qu'est-ce qu'on peut lui proposer, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans son parcours. Donc, ces deux points, aller vers identification du patient, sont des points clés de cette nouvelle convention, avec donc ce caractère ambitieux, prospectif, et on va y venir tout à l'heure, peut-être un peu déceptif pour certains, parce qu'il manque chaque fois des choses pour mettre en place. Très bien, merci Philippe Bessé. Alors, en parlant de nouveautés, donc de situations inédites, l'implication des pharmaciens durant la crise sanitaire, Thomas Fathomme, a-t-elle influé sur le contenu de la Convention ? Oui, bien évidemment. Bien évidemment, parce que sans vouloir utiliser trop de chiffres, ils sont parlants. 100 millions de tests antigéniques depuis le début, 1,7 milliard de masques distribués par les pharmaciens, pas loin de 20 millions de vaccinations. Ces trois chiffres traduisent l'implication extrêmement forte des pharmaciens pendant la crise. Et je crois que l'assurance maladie a eu l'occasion à la fois de le souligner à de multiples reprises et surtout d'être en soutien à la fois financièrement mais opérationnellement dans l'accompagnement aussi sur les territoires des pharmaciens, mais c'était avant tout eux qui étaient évidemment à la manœuvre. Et donc clairement, quelque part, je dirais que ça a confirmé ce qu'on pressentait, c'est-à-dire ce qu'on avait déjà commencé un peu à faire avec les 3 d'angine, ce qu'on avait déjà commencé un peu à faire, en tout cas côté de l'assurance maladie, de soutenir ces dispositions-là sur la vaccination grippe. Mais clairement, ça a donné un effet de booster
très fort. Sans doute que sans le Covid, on ne serait pas allé si vite sur l'évolution des règles, sur le rappel vaccinal et les nouvelles compétences des pharmaciens. On pense vraiment de notre côté qu'en matière de tests, les assurés, on va essayer de les accompagner là-dessus d'ailleurs, ont bien davantage appréhendé le fait que ça se passait en pharmacie et qu'il y avait plein de choses à faire. Je reviens sur le Trollangine. Donc voilà, oui, clairement, ça a donné un élan, ça a accéléré les choses et ça nous a permis en 3-4 mois de poser des mesures très concrètes, y compris sur le dépistage. Je suis à peu près certain que ça aurait été beaucoup plus long quand on se fait l'historique vaccination grippe. On peut se dire que ça a été quand même long pour faire bouger les lignes. Et donc voilà, donc un accélérateur et une confirmation de tendances qu'on pressentait, mais qui, encore une fois, ne serait pas sans doute, n'aurait pas été possible. On va pas se féliciter de la crise, bien sûr, mais si il n'y avait pas eu cette crise sanitaire. Merci. Et pour vous, Philippe Bessé, est-ce que cette nouvelle convention s'inscrit dans le prolongement des pharmaciens face à la crise sanitaire? Clairement. Et pour tout vous dire, ça a même modifié notre feuille de route de négociation conventionnelle. Parce que, si vous vous rappelez, les revendications de la FSPF, telles qu'elles ont été élaborées au moment des élections aux URPS, nous avions une grande partie de notre demande qui était liée à la revalorisation des actes au niveau de notre cœur de métier de dispensation. Et ça, cette revendication qui reste, on en reparlera, mais cette revendication-là, elle a été elle-même percutée par l'actualité de la crise Covid, parce qu'en fait, on a fait en même temps autre chose. Donc on a fait, évidemment, on a continué à assumer notre mission, mais en même temps, on a fait autre chose. Et donc ça a modifié notre feuille de route de négociateur conventionnel, puisqu'on s'est dit, effectivement, l'urgence est de prendre en compte ce que nous pouvons faire au quotidien et ce que nous nous sommes aperçus que nous pouvions réaliser de façon utile et forte et massive pour la population, qui sont les actes de prévention sur les vaccins, sur le dépistage, sur le conseil. Donc forcément, ça a modifié notre feuille de route et je m'en félicite. Donc on va voir. Je terminerai sur un point, c'est que ça a mis en lumière quelque chose que nous savions, mais que les pouvoirs publics n'avaient pas complètement intégré, c'est que la pharmacie, c'est une équipe. Et que cette équipe officinale, c'est ça qui permet d'agir. C'est parce qu'il y a en moyenne 5 professionnels de santé dans une unité qui est l'officine de pharmacie, répartis sur l'ensemble du territoire, que nous pouvons faire ces choses-là. Un pharmacien seul n'aurait pas pu assumer cette mission. Donc nous sommes arrivés, et ça c'est un peu ma problématique aujourd'hui, nous sommes arrivés au bout de la soutenabilité par l'équipe elle-même. Donc ça veut dire que là, pour aller au-delà, pour aller plus loin, il faut renforcer ces équipes, parce que on voit que j'ai eu des réunions avec, bien sûr, avec le directeur de l'assurance maladie, mais aussi au niveau de la direction du service du Premier ministre, au moment, en juillet dernier, quand il s'est agi de faire des tests pour l'ensemble de la population, afin de ne pas confiner le pays. Hein. L'enjeu, c'était ça. Moi, je me suis engagé, je lui ai dit, monsieur le directeur de cabinet, on peut faire 400 000, 500 000 tests par jour. Et il me dit, il faut que vous en fassiez 1 million. J'ai dit, ah ouais, mais c'est un cran. C'est un cran, parce que ça veut dire des hommes derrière pour faire tout ça. Voilà. Donc oui, la crise, elle a modifié notre feuille de route, et j'en suis très satisfait, même si je n'ai pas oublié les précédents, ce que nous avions en tête dans l'élection RPS. Merci Philippe Bessé. Alors je reste avec vous en parlant de feuille de route. J'aimerais qu'on fasse un petit point sur le calendrier. Pouvez-vous nous préciser ce qui est opérationnel dans la Convention et ce qui ne l'est pas? Bon, alors on avait un petit débat juridique que nous allons accepter. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 dates qui sont à retenir, le 7 mai et le 7 novembre, qui sont donc la mise en place de la Convention, donc avec un certain nombre d'actes qui sont déjà opérationnels
juridiquement au 7 mai, mais ça ne veut pas dire qu'on peut les faire. Je vais les lister. Le dépistage du cancer colorectal, il est opérationnel depuis le 7 mai. L'assurance maladie a mis en œuvre ce qu'il fallait pour que ce soit opérationnel à la fois informatiquement et en termes logistiques pour avoir le matériel. Nous avons une difficulté sur la formation, mais on va essayer on la résout, et donc dès la semaine prochaine, on l'a annoncé hier, la FSPF apportera à ses adhérents une solution en e-learning de formation permettant la délivrance d'une attestation et de pouvoir démarrer ce dépistage du cancer colorectal. Nous avons une partie de la ROSP bon usage, les 2 ROSP en fait qui se mettent en œuvre, et notamment la ROSP bon usage du médicament. Et là, sur cette ROSP bon usage du médicament, j'engage tout le monde à aller sur le site de la démarche qualité officine et de réaliser l'auto-évaluation, puisque la qualité est un des points de la Convention, donc ça fonctionne. Les réformes sur les délivrances, la dispensation, les 2 sont opérationnelles, que ce soit la dispensation à domicile ou la dispensation à l'unité. Sur la dispensation à l'unité, les éditeurs de logiciels ont encore un peu de travail, et donc c'est juridiquement prêt, mais pas informatiquement prêt pour pouvoir délivrer les antibiotiques à l'unité. C'est prêt pour les stupéfiants, mais pas pour les antibiotiques. Pour la dispensation à domicile, c'est juridiquement prêt, mais l'assurance maladie n'est pas prête sur le dispositif Prado. Donc ça, nous attendons la mise en œuvre. C'est un gros travail de mise en œuvre, mais c'est important. Et sur le pharmacien correspondant, le dispositif est prêt. On peut télécharger le CERFA dans l'espace d'Amélie Pro. Donc c'est prêt, mais là nous sommes peu satisfaits, les partenaires conventionnels, l'assurance maladie et nous, de la réglementation et de la législation, et nous espérons qu'elle évolue. Le président de la République, dans ce qu'il appelle le pharmacien référent, a clairement indiqué qu'il allait y avoir une réforme sur ce sujet-là. Effectivement, la loi ne nous permet pas de faire des choses véritablement utiles dans cette voie. Bon, je vais laisser le directeur peut-être continuer, mais sur les autres missions, elles se mettront en place à partir donc, du 7 novembre, et notamment l'administration de la vaccination. Pour vous dire, sur la vaccination, en fait, on parle de vaccination, il y a 3 actes dans la vaccination. 3 actes. Il y a la prescription, qui en fait est un contrôle d'éligibilité. Il y a la dispensation, c'est-à-dire la remise du vaccin aux patients, et il y a l'administration, c'est-à-dire l'injection. Voilà. Donc, c'est ces 3 actes. Ce qui sera prêt au 7 novembre, c'est l'administration et la dispensation. Donc, ça veut dire que si un docteur prescrit un vaccin, on pourra l'administrer et il sera remboursable avec un tarif de 7,50 €. Au 1er janvier, il faudra modifier la loi et la prescription sera possible donc pour l'ensemble des vaccins. Très bien, Thomas Fattom, est-ce que vous voulez apporter quelques précisions? Non, mais Philippe Bessé a parfaitement résumé et je dirais a essayé de simplifier quelque chose qui est complexe et qui, parce que la Convention d'ailleurs elle est assez riche, il y a beaucoup de choses qui rentrent en vigueur, et parce que on a différents éléments qui expliquent cette entrée en vigueur qui n'est pas immédiate avec une date où tout rentre en vigueur tout de suite. Donc il y a déjà des choses qui sont rentrées en vigueur. Le président Bessé l'évoquait à l'instant, il y a une autre date importante, 7 novembre, il y aura une date 1er janvier. Pourquoi? Parce qu'on a la fameuse règle des 6 mois qui fait que les mesures qui ont un impact tarifaire, entre guillemets, rentrent en vigueur 6 mois après. On a des sujets juridiques, on a des sujets opérationnels, vous l'avez dit. Donc voilà, je pense qu'avec nos partenaires conventionnels, il faut sûrement que dans les semaines qui viennent, on essaye de bien se repartager, entre guillemets, non pas pour nous, mais pour l'ensemble des pharmaciens, ces dates de mise en œuvre. Parce que sans doute qu'on a un peu péché, et je le dis d'abord pour l'assurance maladie, à pas complètement donner cette visibilité-là, et que du coup, ça peut générer du côté des pharmaciens, et honnêtement, je le comprends très bien, et peut-être aussi y compris des assurés qui ont vu telle ou telle mission, qui disent, bah voilà, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible? Donc redonner cette visibilité aux pharmaciens, dans le petit film, et sous le contrôle du président Bessé, je crois que la fédération va faire un Tour de France. On va évidemment, nous, de notre côté, mais plutôt à l'automne, quand un certain nombre de mesures vont
s'implémenter, mettre la machine d'assurance maladie en marche, des délégués de l'assurance maladie vont aller dans les officines pour expliquer à chaque fois le contenu de la convention et on va démultiplier les actions mail, tout ce qu'on sait faire pour l'accompagner. Mais voilà, donc on a quelque chose qui est échelonné et sans doute qu'il faut qu'on fasse un effort de transparence, je le dis pour nous-mêmes, parce que pour expliquer à chaque fois. Maintenant, pour terminer ça par une note plus positive, dépistage du cancer colorectal, c'est parti. Même si on a partagé bien sûr aussi avec la fédération et avec l'USPO et avec l'INCa et avec le ministère le fait qu'il y avait un enjeu de formation très importante. Mais d'ores et déjà, on a 3000 pharmacies qui ont commencé à commander des kits et on a 90 000 kits qui sont déjà commandés. Chiffre que je dis en avant-première mondiale ce matin. Tout ça pour dire que c'est parti. Donc voilà, on a 6 mois très chargés. Sans doute qu'il y a un peu de frustration, encore une fois, parce qu'il faut ici un arrêté, il faut ici un décret, il faut ici un bout de loi, il faut ici une mise en œuvre opérationnelle. Mais voilà, on a quand même une feuille de route qui va se déployer d'ici la fin de l'année. Nous, tout ce qu'on veut essayer de faire, c'est de la faire le plus rapidement possible. Et sûrement aussi en renforçant l'explication de ces différentes étapes et l'accompagnement de la Convention d'ici l'automne. Merci Thomas Fathomme. Alors, nous l'avons vu ensemble, cette nouvelle convention élargit le champ de compétences des pharmaciens, mais soulève aussi de nombreuses questions de la part des officinaux. Et je vous propose d'y répondre tout de suite. Les questions sont en vidéo. Regardez. Bonjour Philippe, bonjour Monsieur Fathomme. Je suis Eric Schils, pharmacien à Metz. Pourquoi avez-vous limité la délivrance à domicile aux patients sortant de l'hôpital dans le cadre du dispositif Prado ? Alors, Philippe Bessé, peut-être une réponse ? Alors, le champ des possibles pour l'action avec les patients, les assurés sociaux, donc les assurés sociaux, cette dénomination qui peut recouvrir celle d'usagers, ce sont les gens, les Français, qui ne sont pas forcément malades. Et les patients, ce sont les gens qui sont malades. Donc, pourquoi on a limité pour les patients, pourquoi on a accepté en tout cas ? D'abord parce que le temps pharmacien est précieux. Et on l'a dit, comme le temps médecin est précieux, le temps pharmacien aussi. Et nous sommes arrivés, je l'ai dit, à la limite de la soutenabilité de ce que nous pouvons faire pour le public. Et on a envie de faire plus, évidemment. Parce qu'on a envie de faire plus, on est obligé de faire des choix. Et il nous apparaissait, donc il faut faire les choix les plus pertinents. Il nous apparaissait que d'envoyer un pharmacien ou un préparateur en pharmacie faire une dispensation à domicile, ça faisait perdre une demi-heure, de temps de travail au minimum dans la journée. Et donc, il faut, si ça doit être fait, il faut que ce soit utile et nécessaire. Donc le dispositif Prado, qui nous a été la proposition de l'assurance maladie, c'est le retour à domicile après une hospitalisation. Ça nous intéressait beaucoup parce que ce qui nous intéresse, c'est le lien ville-hôpital, c'est de pouvoir dire aux patients, avoir le dialogue avec le patient, essayer d'organiser son retour à domicile. Et ça, c'est véritablement important. Et donc, évidemment, ce sont par construction des gens qui ne sont pas mobiles. Et donc, c'est peut-être la priorité pour une dispensation à domicile. S'ils n'ont pas d'aidants, s'ils n'ont pas forcément de solution pour venir chercher les médicaments, c'était une nécessité. Donc, nécessité, d'accord. Ensuite, la question de savoir si nous devons véritablement dispenser à domicile de façon très large, c'est une question qu'on s'est posée à la fédération et pour laquelle nous ne sommes pas complètement sûrs à cause du temps homme à déployer. Bon, ensuite, ça dépend aussi du prix. Si le directeur nous donne un montant qui nous permet éventuellement d'accroître nos équipes, ça peut se débattre, mais ça lui posera une question de utilité et de pertinence du modèle. En gros, ce que je vous dis, c'est que là où le pharmacien et l'équipe officinale est la plus utile, c'est à l'intérieur de l'officine. On dispose de plateaux techniques, on dispose des médicaments, on a l'informatique
l'outil informatique qui permet la coordination avec l'ensemble de l'équipe. Donc là où nous sommes forts, là où nous sommes utiles, c'est dans nos officines. Très bien. Donc c'est ça que c'est pour ça. Merci Philippe Bessé. Je vous propose de découvrir la seconde question en images. Bonjour Valentine Macaigne, pharmacien à Amiens. Bonjour Philippe, bonjour Monsieur Fatome. Pensez-vous réellement que rémunérer les pharmaciens à hauteur de 2,50 € dans la limite de 5 patients par jour est de nature à encourager les pharmaciens à s'engager dans ce service pourtant si précieux pour de nombreux patients, souvent âgés? Thomas Fatome. Je pensais qu'on avait fini sur ce thème. Non, plus sérieusement, que j'allais échapper à la réponse. Voilà la question. Honnêtement, je rejoins assez bien ce qu'a dit Philippe Bessé tout à l'heure. Nous aussi, on s'est posé et on se pose des questions sur, entre guillemets, cette mission et sur la nécessité que l'assurance maladie la solvabilise au-delà des rémunérations qu'elle finance d'ores et déjà quand elle paye la distribution du médicament. Parce qu'en réalité, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, les pharmaciens font parfois de la dispensation à domicile et on peut considérer que c'est rémunéré dans leur mission. Et par ailleurs, il y a des acteurs qui font ça sans solvabilisation publique. Il y a beaucoup de pays où ça existe aussi sans solvabilisation publique. Il y a même des grands opérateurs en France qui délivrent du courrier, qui proposent des services. Voilà. Donc, est-ce que c'est à la puissance publique de solvabiliser cette mission systématiquement? Est-ce que c'est compatible? En effet, Philippe Bessé l'a dit mieux que moi sur l'organisation de la pharmacie, sur ses compétences, sur ses ressources humaines. Voilà, on n'avait pas les idées complètement stabilisées. Donc on s'est dit, commençons par quelque chose sur lequel on a l'impression que ça fait sens. C'est cette logique Prado sur ce moment-là. Et voilà, commençons par une rémunération qui nous est apparue pertinente, de fait moins chère que l'opérateur qui distribue le courrier, mais qui s'ajoute à une rémunération à la fois sur la marge et sur l'honoraire qui existe déjà. Et donc il ne faut pas faire comme si ce n'était pas en plus d'une rémunération, encore une fois, qui finance les missions du pharmacien. Donc voilà, c'est une première étape, à la fois sur le champ et sur le montant. On verra comment les pharmaciens s'en saisissent. Et on a prévu, je crois, un bilan au bout de 2 ans, je crois, ou peut-être plus tôt, je ne sais plus, mais en tous les cas, on a prévu un bilan. Voilà, on lance les opérations, on y va. Ça fait quand même plusieurs mois, et je pense même plusieurs années, que ce sujet était en discussion. On n'est pas resté fermé, même si, encore une fois, on a des interrogations, mais voilà, on s'est jeté à l'eau, et puis voyons si ça marche. Très bien, merci Thomas Fatome. Je vous propose de découvrir ensemble la troisième question. Bonjour Philippe, bonjour Monsieur Fatome. Je suis le docteur Valérie Ollier, pharmacien installé à Marseille. La question que je me pose est pourquoi la mission de pharmacien correspondant est-elle restreinte aux zones de sous-densité médicale? Merci pour votre réponse. Alors, Thomas Fatome, pourquoi? Alors, parce qu'on a considéré là aussi qu'il fallait y aller d'abord, parce que cette mission du pharmacien correspondant elle existait, mais elle n'était pas valorisée, financièrement, en tout cas par l'assurance maladie. Donc on s'est dit, ok, on y va, c'est quelque chose d'important parce que, on l'a un peu dit quand on a parlé prévention tout à l'heure, on veut être moteur d'une évolution des compétences des professionnels et de faciliter l'accès aux soins de nos assurés et donc de renforcer le rôle des pharmaciens, y compris avec ce rôle de pharmacien correspondant. Mais c'est vrai que on s'est dit que cette mission, elle avait d'abord un sens là où il y a de la tension dans l'offre médicale et là, donc, dans les zones sous-denses. Je me permets de préciser que cette condition, elle est quand même en réalité assez large, puisqu'on aurait 5%, 10%, 15% des pharmacies concernées. On pourrait dire, bon, l'assurance maladie, comme d'habitude, entre guillemets, a corseté le truc, et ça va concerner très peu de gens. Plus de la moitié des officines vont être concernées compte tenu du zonage et compte tenu de leur répartition territoriale. Donc, voilà, on a la faiblesse de penser que de ce point de vue-là, c'est quand même un sacré mouvement, une vraie reconnaissance. Je pense que de toute façon, mais plutôt dans le sens positif, ces sujets-là vont bouger dans les prochains mois
parce qu'on voit bien que les tensions sur l'accès aux soins vont aller en grandissant, et que donc il est certain que, notamment chez les pharmaciens, mais peut-être chez d'autres professionnels de santé, les lignes vont bouger. Donc on met le pied à l'étrier là aussi. C'est pas encore une fois 10 pharmacies, hein, c'est quand même plus de 10 000 pharmacies qui vont être concernées. Et là aussi, allons-y, faisons le bilan, c'est une première étape, on aura des clauses de revoyure. Et encore une fois, si ça marche, eh bien, on n'aura pas forcément de soucis pour l'étendre. Philippe Bessier, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, c'est un truc de fou cette affaire. En fait, on a évidemment, comme vient de le dire le directeur, cranté, c'est-à-dire mis le pied à l'étrier avec le dispositif, parce qu'il fallait bien commencer dans le cadre législatif et réglementaire qui nous était imposé. On ne peut pas changer avec la Convention la loi. Mais la loi, elle est absurde. La loi, elle dit que pour être pharmacien correspondant, la mission, c'est de renouveler les traitements dans des déserts médicaux. En gros, il faut être dans le même exercice coordonné que le médecin traitant du patient. Or, par construction, des médecins traitants dans la zone, il n'y en a pas. L'idée du pharmacien correspondant, c'est que, par exemple, dans l'Aude, on est dans la Haute-Vallée de l'Aude, on n'a pas de prescripteur, on va une fois par an à Carcassonne, son médecin traitant est à Carcassonne, le reste du temps, on est suivi par le pharmacien correspondant qui est en lien avec le médecin traitant. Sauf que, évidemment, on n'est pas dans la même CPTS, on n'est pas dans la même MSP. Donc le dispositif législatif est absurde. Absurde. Ça, c'est pour cette mission-là. Donc là, on a vu, je l'ai dit, que le président de la République parlait du pharmacien référent. Donc quelles vont être les missions du pharmacien référent? Est-ce que ce sera uniquement celle-là ou plein d'autres, dans le lien ville-hôpital, dans les dispositifs d'aller vers, dans d'autres dispositifs que celui du renouvellement des ordonnances? Et ensuite, quel est le zonage? Dans quel cas il est pertinent qu'il y ait un zonage? Dans quel cas il n'est pas pertinent qu'il y ait de zonage? Tout ça, ça doit être vu au niveau législatif. Nous, au niveau conventionnel, on a accepté que le CERFA existe, c'est-à-dire que les pharmaciens puissent commencer en gros, à avoir, comme sur les notions de médecin traitant, des patientèles, et cette constitution de patientèle est un premier enjeu. Donc c'est un enjeu d'appropriation du dispositif de binôme assuré social pharmacien pour le suivi de la personne. C'est quelque chose d'important, donc il faut commencer, mais le dispositif support législatif, il est absurde. Donc il faudra qu'il soit changé parce que, évidemment, on ne peut rien faire en conventionnel si on n'a pas un texte un peu propre qui nous permet d'avancer. Merci pour ces précisions. Philippe Bessier, on passe à la 4e question. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Fatome, bonjour Philippe. Voilà, je suis Mathieu Guillotin, pharmacien à Vallée-du-Maine dans les Pays de Loire, et j'avais une question à poser. Pourquoi insister à vouloir mettre en place la dispensation à l'unité des antibiotiques, qui est inutile, chronophage et qui ne résoudra rien à l'antibiorésistance tant que les médecins ne reverront pas leur façon de prescrire? Fatome. On a bien perçu que ce n'était pas forcément la mesure la plus populaire chez les pharmaciens. Je pourrais me réfugier derrière le fait que c'était dans la lettre du cadrage du ministre. Et je pense que c'était dans la lettre du cadrage du ministre quand même pour des bonnes raisons de santé publique, qui est que l'antibiorésistance, c'est un vrai sujet. Mais ce n'est pas aux pharmaciens que je vais l'apprendre et je ne vais pas leur faire un cours de pharmacovigilance ou d'épidémiologie. Et je suis bien d'accord qu'il n'y a pas que les pharmaciens qui sont concernés par la qualité de la prescription. C'est la raison pour laquelle l'assurance maladie, depuis de longues années, promeut des campagnes sur la bonne utilisation des antibiotiques, à la fois vis-à-vis des assurés, des médecins et de l'ensemble de la chaîne de soins. Maintenant, voilà, l'antibiorésistance, c'est quand même plusieurs milliers de décès par an. C'est quand même plus de 100 000 hospitalisations par an. Et donc, c'est un vrai enjeu santé publique. Donc, se dire qu'on engage tous les leviers, et clairement, la dispensation à l'unité en fait partie. Ça répond aussi à des impératifs, je crois, de lutte contre les gaspillages. Et on voulait faire de cette convention une convention verte, en tout cas avec des engagements sur la transition écologique. On n'en a sûrement pas assez parlé. On en a profité aussi, entre guillemets, pour étendre la rémunération de la dispensation à l'unité sur les stupéfiants. Je crois que c'était un sujet attendu par la profession. Et là aussi, il y a des équilibres dans cette convention qui sont intéressants, il faut les regarder globalement. Et puis,
voilà, il faut aussi, pardon de le dire comme ça, mais respirer un grand coup, c'est une faculté. Pas une obligation, c'est une faculté. C'est une faculté qui est soutenue conventionnellement par des rémunérations. Donc voilà, nous on souhaite que les pharmaciens s'en emparent. On pense qu'il y a des enjeux à court, moyen et long terme sur la bonne dispensation, sur la juste dispensation, mais clairement dans une chaîne. On va faire des propositions dans le prochain rapport chargé produit qui sort dans une dizaine de jours sur l'antibiorésistance pour remettre une mobilisation collective sur ce sujet, et y compris sur la prescription médicale, parce qu'évidemment, elle est clé sur ce sujet. Merci Thomas Fatoum. Nous avons le temps de prendre une 5e question en vidéo. Bonjour Philippe, bonjour Monsieur Fatoum. Je suis Corinne Trémont, docteur en pharmacie titulaire d'une officine située dans le Lot-et-Garonne. J'ai une question à vous poser. De nombreuses rémunérations conventionnelles sont désormais liées à l'appartenance à une CPTS. Or, pour l'heure, tous les territoires n'en sont pas encore pourvus. Donc, seriez-vous favorable à ce que l'on étende le principe de l'exercice coordonné à des structures plus informelles de coopération interprofessionnelle afin que de nombreux confrères ne soient pas pénalisés? Je vous remercie pour votre réponse. Philippe Bessé, je vous demanderai d'y répondre assez brièvement. Oui, parce que ça peut être long. De façon claire, ce qui est dans la Convention, c'est l'idée de mettre une ROSP, et donc pour les pharmaciens qui s'impliquent, qui adhèrent à un exercice coordonné. Mais ça, moi, je l'ai signé et je le revendique. Je suis tout à fait d'accord avec ça. En revanche, j'ai un problème parce que la réalité, c'est qu'on demande aux pharmaciens, et notamment aux pharmaciens, en fait, de créer l'exercice coordonné en question. Parce que c'est complètement différent d'adhérer à une CPTS et de créer une CPTS qui n'existe pas. Le travail n'est absolument pas le même. Le fait d'adhérer à une CPTS, de faire les réunions utiles pour le territoire, ça, oui. Le fait de dire si vous n'avez pas créé la CPTS, rien ne va aller, c'est un sujet. Donc on a 80% du territoire, d'après ce que je comprends, qui va être couvert par une CPTS avec les projets à fin 2022. On a 20% du territoire qui n'a pas encore de projet de CPTS. Moi, je le dis, évidemment, c'était une bonne idée de laisser les professionnels eux-mêmes mettre en place les CPTS, mais vous allez tous nous trouver dans la rue au mois de mars s'il n'y a pas de ROS pour l'exercice coordonné et que vous n'avez pas de mise en place de solutions, je vais dire de voitures balais, pour les 20% du territoire qui... Moi, j'ai tous mes pharmaciens qui veulent adhérer à une CPTS, mais j'en ai 20% qui ne peuvent pas parce que la CPTS n'existe pas et qu'il est impossible de la créer dans le territoire où ils exercent. Donc ça, c'est un sujet. Je pense que je veux déconnecter véritablement le sujet des équipes de soins coordonnées avec le patient de ce sujet de la ROSP. Le sujet de la ROSP, si on ne trouve pas un sujet avec des CPTS partout d'ici la fin de l'année, soit vous nous donnez un délai ou une solution, soit vous allez tous nous trouver dans la rue au mois de mars. Mais en revanche, c'est déconnecté du sujet des ESCAP, parce que les équipes de soins coordonnés avec le patient, ça ne doit pas être un sujet ROSP, ça doit être un véritable sujet, c'est l'avenir de l'exercice coordonné autour du numérique, et ça doit être pris en compte par ailleurs par l'assurance maladie. Fatum, une réaction, une réponse? Oui, c'est pas un sujet complètement facile, parce que il est à la fois, il repose sur, c'est vrai, une forme d'incitation vis-à-vis des pharmaciens à se mobiliser pour être des acteurs de l'exercice coordonné. Évidemment, ils ne peuvent pas le faire tout seuls, ça dépend aussi de leurs partenaires. Et se rappeler aussi que, à la fois, c'est des choses qui ont été signées maintenant il y a un peu plus de 2 ans, qu'on a reprises dans la Convention, mais qui datent de juillet 2020, si mes souvenirs sont exacts. Et par ailleurs, avec une rédaction dans l'avenant, qu'on a repris dans la Convention, qui est assez large sur les formes d'exercice coordonné. Et je crois que les partenaires conventionnels, pas seulement l'assurance maladie, ont veillé à cette écriture large de l'exercice coordonné. Équipe de soins, autres formes de coordination. Donc on est sur quelque chose qui n'est pas une liste fermée, stricte et strictement interprétée. Donc on va sûrement rediscuter de ces sujets-là dans les prochaines semaines avec les pharmaciens et pas seulement avec les pharmaciens. On est, comme je le disais un peu, sur le fait que
on souhaite vraiment mobiliser les différents leviers pour encourager l'ensemble des acteurs à cet exercice coordonné. Et quelque part, je ne veux pas donner le sentiment aux pharmaciens qu'on veut les instrumentaliser, mais si, parce que quelque part, et je l'évoquais avec un certain nombre d'entre vous avant en discutant un peu dans les stands, les pharmaciens ont sans doute plus que d'autres professions de santé, quelque part, une capacité entrepreneuriale, de gestion de projet, et donc peuvent être moteurs d'un certain nombre de CPTS. On voit beaucoup de territoires dans lesquels les pharmaciens nous disent « nous, on a envie d'y aller, mais il faut que les médecins aussi, entre guillemets, se bougent ». Donc je ne suis pas en train d'opposer ceux qui se bougent et ceux qui ne se bougent pas, mais c'est vrai qu'on a envie, entre guillemets, de conserver une force motrice des pharmaciens qui puissent aller chercher un certain nombre de médecins et dire « voilà, ensemble, on va construire la CPTS, et puis ça va s'ancrer dans le territoire ». Donc on est dans cette dynamique-là. On ne veut pas totalement la perdre, parce que voilà, c'est toujours délicat de se dire ça fait 2 ans qu'on a quand même signé quelque chose, on l'a réaffirmé, et puis maintenant on se dit ah oui, mais alors finalement quand on se rapproche du but, c'est compliqué, donc finalement est-ce qu'on ne pourrait pas décaler? Donc je ne dis pas non, mon objectif n'est pas de mettre les pharmaciens dans la rue, j'ose espérer qu'ils n'en sont pas là, pardon Monsieur le Président, mais on est attentif à ces sujets, et encore une fois, qui ne concernent pas que les pharmaciens, d'autres professions de santé sont dans cette dynamique, et donc on va continuer au 2e semestre 2022 les discussions pour essayer de gérer les transitions dans des bonnes conditions. Mais je le redis, l'exercice coordonné pour l'assurance maladie, c'est très important. C'est très important qu'en plus quand ça a du contenu, c'est-à-dire c'est pas l'exercice coordonné pour l'exercice coordonné, hein, c'est dès lors que ça apporte quelque chose pour les patients, pour nos assurés sociaux. Et donc, trouver les bons vecteurs d'incitation, tout ça, c'est quand même du plus. Hein. Au passage, on n'est pas en train de priver quiconque de quoi que ce soit, hein. C'est du plus. Donc, c'est peut-être moins de plus, comme on pourrait dire, mais c'est du plus. Donc, il faut bien situer ce débat-là à ce niveau aussi. Merci Thomas Fatom. Je vous propose de découvrir la dernière question en images. Antoine Darras, pharmacien à Saint-Maximin dans l'Oise. J'avais une question pour Monsieur Fatom. Concernant le volet économique de la nouvelle convention qui sera abordée en 2023, d'où ma question. Mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Est-ce que vous ne trouvez pas que cela soit un petit peu tard? Merci. Oui, peut-être, un peu tard. Si j'étais un tout petit peu provocateur, peut-être pas complètement, mais si j'étais un peu impertinent, je rappellerai, mais Philippe Bessé le sait bien, que l'assurance maladie a fait des très bonnes propositions, y compris sur le modèle économique, y compris sur l'évolution des honoraires, et la poursuite de la transformation de l'honoraire pour le désensibiliser au prix, mais que, pour des raisons que je comprends, hein, je cherche pas à les ennuyer, nos partenaires conventionnels, les 2 syndicats d'ailleurs, n'ont pas souhaité enclencher ce mouvement. Honnêtement, je le regrette un peu parce que je pense que c'était le moment pour le faire, y compris d'ailleurs pour des raisons économiques. Je pense que c'est une occasion qu'on a un peu perdue. Premier point. Donc nous, on était preneurs d'enchaîner. Voilà, ça s'est pas fait, dont acte. Deuxième temps, il est clair que là, pour le coup, on a fait l'analyse assez largement, je crois, partagée, que les impacts du Covid étaient tels, à la fois en termes de rémunération supplémentaire liée aux tests, aux vaccinations et aux masques, et en tant qu'ils ont quand même aussi assez profondément perturbé l'évolution normale des prescriptions et de la distribution de médicaments, que se projeter sur des perspectives économiques pluriannuelles dès le début de l'année 2022, c'était compliqué. Voilà, tout le monde a bien en tête les impacts du Covid, 95 000 € de plus de rémunération par pharmacie en 2021, 95 000 €, 45 000 € de plus par pharmacie pour les 4 premiers mois de l'année 2022, 45 000 € de plus par pharmacie, ce sont des montants absolument considérables. Mais voilà, il faut sans doute collectivement les digérer et se projeter, entre guillemets, tranquillement en 2023. Ça va venir en réalité assez vite, hein. On voit bien à quelle vitesse les choses vont. Et on veut préparer ça tranquillement, et avoir un peu plus de recul, avoir des perspectives. Et puis on s'est dit aussi avec nos partenaires que quelque part, entre guillemets, on faisait trop d'avenants, on n'avait pas le temps suffisamment de réfléchir, en tout cas vu l'assurance maladie, et donc il fallait se donner le temps
de décanter un peu tout ça et de préparer des choses intéressantes. Donc on est dans cet état d'esprit, mais de le faire aussi, je le redis, dans une logique économique qui permet de conserver un maillage territorial, un modèle économique de l'officine, parce qu'on considère que c'est une force pour notre pays. Donc c'est dans cette optique-là qu'on engagera ces discussions, mais on a, entre guillemets, 6 à 12 mois pour les préparer. Très bien, vous voulez ajouter quelque chose, Philippe? Oui, un mot pour vous dire que je comprends tout à fait que vous pensiez que votre proposition, c'était le bon moment pour la porter. Je vous informe que je la suis dans le temps, c'est-à-dire qu'en fait, que mes services économiques font mois après mois l'évolution de votre proposition, et compte tenu de l'explosion en 2022 des produits chers dans l'équilibre du mix produit, du mix médicament de l'officine, je considère que normalement, au mois de septembre-octobre, on devrait avoir complètement mangé les 30 millions d'euros qui étaient prévus en compensation, et à partir de novembre, passer en négatif de façon pérenne, puisque l'évolution des prix des médicaments est toujours à la hausse ces temps-ci. Le temps que ça peut-être que ça se modifiera un jour, mais en tout cas le trend est comme ça, et donc je comprends parfaitement que votre proposition ait été faite au bon moment. Ceci dit, je suis également convaincu qu'il fallait attendre 2023 pour que la poussière retombe sur tout ce qui s'est passé en 2021 et 2022 sur le Covid, et que effectivement l'investissement de l'assurance maladie sur l'officine en prévention a été réel sur les années. Le post-médicament et son évolution en 2022 nous permet de patienter, mais il y a des souffrances des petites pharmacies, des souffrances des pharmacies qui ne se sont pas impliquées dans le process de prévention, dans les nouveaux actes. Donc il ne faudra pas trop tarder. 2023, à mon sens, c'est pile le bon moment. Peut-être si je peux juste ajouter un point, parce que je manquerais à mes obligations professionnelles si je ne le mentionnais pas à laisser penser, mais je sais que les pharmaciens qui nous suivent le savent, que cette convention ne portait pas aussi une ambition économique en tant que telle. 130 millions d'euros de plus pour la pharmacie, 100 millions du côté de l'assurance maladie, un peu moins de 30 millions pour les organismes complémentaires. Dans le contexte que je viens de rappeler, ce n'est pas complètement neutre. Donc on a voulu continuer à investir sur des honoraires, sur des nouvelles missions. Et évidemment, ça va dépendre bien sûr de l'investissement des pharmaciens dans ces nouvelles missions, mais on est confiant sur le fait que l'accompagnement des femmes enceintes, le dépistage du cancer, l'infection urinaire, tout ça, les pharmaciens vont se mobiliser. Mais derrière, c'est quand même des rémunérations supplémentaires, pas complètement négligeables quand même, 130 millions d'euros. Donc voilà. Mais je pense qu'en effet que travaillons bien. On verra d'ici la fin de l'année 2022 quels sont les chiffres et pour préparer 2023. Et encore une fois, là aussi, dans une démarche transparente. J'ai vu passer une question sur le fil, pardon, je n'y répondrai pas directement, mais l'inflation est évidemment un sujet qui, je ne sais pas s'il aura forcément un impact complètement direct, mais sur lequel, à la fois sur l'ONDAM et sur toute une série de sujets, d'avoir 2022-2023 une tension aussi forte sur l'inflation, ça va forcément un tout petit peu, ou plus qu'un tout petit peu, peut-être nous amener à changer les paramètres. On n'est pas là-dessus, entre guillemets, hors de ce qui se déroule. Et piloter des dépenses d'assurance maladie quand on a une inflation à 1, 1,5 ou quand on a une inflation à 3 ou 4 ou 5 par an, c'est pas la même chose. Donc ça fait partie des choses qui seront évidemment aussi à intégrer quand on va discuter en 2023. Merci. Alors cette dernière question, évidemment, nous a permis de faire la transition vers l'économie, avec l'économie de l'officine. Philippe, quelles seront vos demandes prioritaires, en quelques mots? Alors, effectivement, nos demandes prioritaires, c'est la prise en compte par l'assurance maladie que nous sommes une équipe. Parce que, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'ai 2 casquettes. Je suis en tant que président de la fédération. Donc la fédération est, dans le Code de la sécurité sociale, le négociateur des conventions avec l'assurance maladie, c'est-à-dire, avec notre signature, nous engageons les tarifs de remboursement avec l'assurance maladie, c'est-à-dire 80% de ce qui est les ressources de l'officine. Et de l'autre côté, il se trouve que je suis syndicat patronal et que la FSPF est l'organisation majoritaire patronale avec 75% des mandats, et que nous avons des équipes, 120 000 salariés,
120 000 professionnels, enfin 90 000 professionnels de santé, pharmaciens et préparateurs, qui ont des problématiques de pouvoir d'achat, un peu celles qu'on retrouve à l'hôpital ou en clinique, et que l'assurance maladie ne peut pas se défausser parce que nous sommes des entreprises privées, du fait que le tarif réglementé est 80% de l'économie de la profession. Donc nous venons et j'en suis très content, nous venons d'accorder des revalorisations salariales, 3% d'augmentation en novembre, 3% d'augmentation en juin à nos salariés. C'est normal, ça leur permet d'affronter l'inflation. C'est assumable, je le pense, en 2021 et 2022, du fait des missions prévention Covid. Ça ne l'est pas en 2023, donc j'ai fait le pari, en fait, que l'assurance maladie nous soutiendrait après la crise et que nous pourrions assumer nos missions. Par ailleurs, comme je vous le dis, l'évolution des missions maintenant, je vais être obligé de regarder en temps homme ce que nous pouvons faire et donc vous dire de façon très claire ce que, si vous souhaitez donner plus de missions aux officines, ce qu'il nous faut comme ressources humaines supplémentaires, et ça aussi, ça se chiffre. Merci Philippe Bessé. Il est temps maintenant de passer aux questions de la salle. Donc normalement, elles s'affichent sur les questions que vous avez posées pendant tout ce temps d'échange via le chat. Donc normalement, vous devriez les afficher, je devrais les avoir sous les yeux. Alors c'est parti. Sécurité sanitaire, je les découvre en même temps, et souveraineté sanitaire. Les pharmaciens subissent, comme les patients, les ruptures d'approvisionnement. Quel rôle peut jouer l'assurance maladie pour mettre fin à ces ruptures, Thomas Fathomme? Alors, sans vouloir me défausser, ce n'est pas forcément le sujet sur lequel on est le plus en responsabilité directe et seul, puisque c'est des sujets qui quand même, sont très largement en lien avec les politiques de régulation et quelque part, entre guillemets, régaliennes. Une fois que j'ai dit ça, on est partenaire quand même et membre du comité économique des produits de santé qui négocie avec les industriels. Et on est partenaire des différents plans d'action ministériels qui se sont mis en œuvre depuis maintenant 2 ou 3 ans pour essayer de limiter ces risques de rupture. Je vais vous dire très sincèrement ma conviction, c'est que nous devons, dans les différents mécanismes contractuels que nous avons avec les industriels du médicament, être plus exigeants sur les conditions dans lesquelles les industriels mettent à disposition les produits. Voilà. Dans n'importe quelle autre industrie, quand on commande des pièces, on s'assure de leur disponibilité, et les grands groupes industriels ont des mécanismes qui font qu'il n'y a pas de rupture. Et donc, je pense que nous devons continuer, c'est ce qui a déjà commencé à être fait, mais aller plus loin pour exiger de la part de grandes compagnies multinationales qu'elles soient davantage en situation de produire en Europe, de produire en France, en tout cas de faire que les produits soient disponibles, y compris des produits matures sur lesquels sans doute leurs marges sont moins importantes que d'autres. Après, c'est aussi évidemment des enjeux européens de souveraineté industrielle sur lesquels, là encore une fois, on est un peu loin du ballon, mais dès lors qu'on négocie des prix, on est capable de négocier des contreparties à ces prix et il faut être plus exigeant là-dessus. Merci pour cette réponse. Alors, autre question. Nos préparateurs auront-ils encore le droit de vacciner après la fin de l'état d'urgence? Sinon, les campagnes de vaccination grippe et Covid à la rentrée ne seront pas gérables par les seuls pharmaciens. Philippe Bessé. Alors, les seuls pharmaciens ont fait 400 000 vaccins grippe en un jour en 2020 sur la première journée de vaccination où ils pouvaient le réaliser. Néanmoins, nous avons un véritable enjeu pour que l'équipe officinale au sens complet puisse effectivement faire réaliser les missions de santé publique, certains en autonomie, d'autres sous supervision. C'est le cas des préparateurs. Nous avons besoin d'une prorogation de l'état d'urgence parce que nous sommes encore en zone de pandémie. Tant que l'OMS n'a pas déclaré que la pandémie était terminée, nous sommes encore en phase de pandémie. Donc ça veut dire que nous avons besoin que l'Assemblée nationale trouve une majorité quelque part pour, avant le 31 juillet, voter un texte qui, d'une part, proroge les dispositifs informatiques, SI-DEP et vaccin Covid, parce que sinon, au 1er juillet, c'est fini.
et d'autre part, proroge un certain nombre de mesures, notamment la possibilité pour le nombre d'effecteurs et la possibilité pour les effecteurs dérogatoires de continuer à vacciner grippe et Covid donc jusqu'à la fin de la pandémie. Donc ça devrait couvrir, j'ai bon espoir, si jamais je ne suis pas en charge de l'Assemblée nationale. Je crains que le directeur non plus. Mais je crains, en tout cas, ça devrait couvrir la campagne prochaine. Maintenant, sur le sujet plus large, la volonté du syndicat, la volonté de la FSPF, est d'upgrader le niveau de formation de nos collaborateurs préparateurs en pharmacie avec une universitarisation de ce diplôme pour leur permettre d'assumer ces nouveaux actes. Je repère qu'il faudra que la HAS se positionne et qu'il faudra passer par le même circuit que les infirmiers et les préparateurs et les pharmaciens ont connu. Là, pour le coup, c'est un cran un peu moins élevé parce qu'on parle de l'injection sous supervision et la preuve de concept a déjà été faite de façon très large sur grippe et Covid, donc ça devrait être jouable de mon point de vue, mais ça passe par un diplôme rénové et upgradé au niveau universitaire et ça passe par une réforme du décret d'acte pour le cas général. Donc je reprends état d'urgence pour l'année et ensuite un petit temps pour permettre aux équipes de faire l'ensemble de ces missions. Autant de sujets que nous aborderons dans la table ronde de demain. Thomas Fatome, vous voulez ajouter quelque chose? Non, pas grand-chose. Je pense que, honnêtement, on est assez largement aligné. Je pense que d'une manière ou d'une autre, le ministère trouvera le cadre juridique qui permettra aux pharmaciens et à leur équipe d'apporter l'appui, de vacciner quand il faut. Donc je suis optimiste là-dessus. Très bien, nouvelle question. Les baisses de prix prévues par la LPP sont insoutenables financièrement. Nous sommes pris entre ces baisses de prix et l'inflation. Qu'en pensez-vous, Thomas Fatome? Je crois que c'est pour moi. Honnêtement, je crains de ne pas être complètement d'accord avec l'adjectif insoutenable financièrement. Je l'ai dit, il faut être attentif à l'inflation, bien évidemment, et être attentif à ce que ça change. Et ça va changer en profondeur, surtout s'il est un peu durable, au moins sur 2022-2023. Maintenant, je veux dire, soyons attentifs à regarder quels secteurs sont concernés par l'inflation, quel type de produits, pourquoi, etc. Je pense qu'il y a des objectifs d'économie sur la LPP qui sont prévus dans la loi de financement. Je crois quand même, à ce stade, je crains plutôt, de faire un peu de provocation, qu'ils ne soient pas totalement en situation d'être atteints, en tout cas déclenchés. Et nous, on considère qu'il faut y aller. J'ai vu passer une question qui est comment on fait des économies sur l'Ondam. Si on ne va pas chercher un certain nombre d'économies ou d'ajustements de prix qui sont justifiés par des gains de productivité, des niveaux de rentabilité, c'est sûr qu'on va quand même avoir plus de mal. Tout le monde s'en fiche un petit peu, mais l'assurance maladie était en 2021 en déficit de 26 milliards d'euros. On est absolument ravis que ce soit 4 milliards de moins que 2020, mais c'est le deuxième déficit historiquement le plus élevé de l'histoire de l'assurance maladie. Très bien. Alors, nouvelle question. La Poste facture 4,90 € la livraison. Une réaction, M. Fatome? Non. Non, mais parce que, pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, l'assurance maladie rémunère déjà, de façon économiquement rentable, la distribution du médicament. Donc on vient ajouter 2,50 €. Ça n'a rien à voir avec le fait que la Poste, qui par ailleurs, ça fait erreur de ma part, enfin en tout cas pas directement, passe pour cette opération-là, n'est pas solvabilisée par la puissance publique. Donc voilà, pour ces deux raisons, il n'y a aucune raison qu'on aille s'aligner sur un tarif de la Poste. Vous voulez réagir? Oui, je veux réagir parce que, non pas sur les 4,90 €, mais sur la question précédente. Le sujet, c'est qu'on est rentré dans un système d'honoraires et dans un système de rémunération forfaitaire à l'acte sur la dispensation des produits de santé et des médicaments. C'était volontaire et on a vu tout le bénéfice qu'on en tire au niveau des actes. Mais néanmoins, on a quand même un système de marge qui perdure. Voilà. Et ce que je constate et ce que je repère, c'est que quand on parle là on est sur les pansements techniques pour la LPP, en ce qui concerne la LPP, ou pour le Paxlovid, la dernière fois que j'ai eu à avoir une négociation, eh bien, on nous dit qu'une rémunération de 2 € pour un conditionnement, eh bien, finalement, ça suffit. Il est exact
qu'une rémunération moyenne sur l'ensemble des conditionnements France, on va la trouver aux alentours de 3 €, 3,50 €. OK, d'accord. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on a 3,50 € sur le paracétamol. Si on fait une moyenne, hein. Moi je suis d'accord pour faire une moyenne. Soit on fait 3,50 €, c'est la moyenne, sinon je ne suis pas d'accord pour dire que le Paxlovid c'est 3 €. Parce que le Paxlovid avec la marge, c'est plutôt 50 €. Donc le système, vous arrivez à le trouver pertinent quand il est en faveur de l'assurance maladie. Moi, je trouve que ce n'est pas conceptuellement satisfaisant. Donc on n'est pas arrivé à trouver un équilibre. Ce que je vous dis, c'est qu'une délivrance de médicaments en France, en moyenne, c'est 11 €, je vous l'ai dit. Moi, je n'accepterai pas de délivrance de médicaments pour des médicaments, donc je parle du Paxlovid. Bon, je ne vais pas rentrer sur le pansement technique, mais j'ai un problème. Le problème LPP, j'ai deux problèmes. Un problème avec les VHP, un problème avec les pansements techniques. Donc là, j'espérais avoir un entretien avec la directeur de cabinet de la ministre de la Santé, mais on n'a plus de ministre de la Santé, on n'a plus de directeur de cabinet. Donc, on a un problème. Mais par contre, cette réflexion économique, bon, ce n'est pas forcément uniquement avec vous. La direction de la sécurité sociale, ben, vous connaissez la maison, doit avoir une réflexion là-dessus. Fatom, une réaction? Non, on passe à la question suivante. Alors, les honoraires, les honoraires conditionnement trimestriel, on en parle. Bon, voilà. Question. Qui veut répondre? Parlons-en. Nous, notre interprétation juridique, c'est que c'est pas une. Ça ne devait pas être frappé par la règle des 6 mois de l'ONDAM. Ce n'est pas la vôtre, visiblement. Donc, vous nous avez indiqué que de votre point de vue, c'était le 7 novembre. Je suis un peu lassé de faire des contentieux juridiques, donc je suis pas sûr je pense pas qu'on va faire un contentieux juridique là-dessus. Donc je souhaite pas, en tout cas, voilà. Mais le 7 novembre, il faut que ce soit enclenché, c'est sûr. On a un deuxième problème sur ces conditionnements trimestriels que vous allez découvrir en séance. C'est que l'ANSM vient de mettre une nouvelle classe dans les conditionnements trimestriels qui sont les antirétroviraux, donc la classe des médicaments du sida. Et en fait, nous ne l'avons pas prévu, donc moi, je vous demande de le rajouter dans la liste parce que c'était le sens de notre convention. Donc ça, il faudra que ce soit fait. En tous les cas, alors bien pris pour le premier point que vous m'apprenez, je n'ai pas encore vu ça de côté de la NSM. Après, je plaide la bonne foi. Pour nous, c'était clair que les changements des évolutions de rémunération sur les conditionnements trimestriels intervenaient à 6 mois après. Mais pardon de rebondir là-dessus, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la nécessité de se redonner de la transparence sur qu'est-ce qui intervient quand, et de partager ça à la fois avec les syndicats, enfin de vérifier qu'on est bien en ligne, et puis de diffuser ça aux pharmaciens. Mais il n'y avait pas malice de notre côté là-dessus. Très bien, merci. Alors, une dernière question avant de conclure ce temps d'échange. Pourquoi attendre 1 an pour rémunérer la remise du kit de dépistage du cancer colorectal? À cause de cette règle des 6 mois. En fait, si on était passé directement un paiement à l'acte pour la remise du kit du cancer colorectal, on était obligé d'attendre le 7 novembre pour enclencher la mission. Mais ce qui veut quand même dire, Monsieur le Président, qu'on a trouvé une petite astuce pour faire du coup que la réalité de ce qui va se passer, de ce qui se passe aujourd'hui sur la délivrance des kits par les pharmaciens dès 2022 va être rémunéré. Donc c'est vrai en 2023, mais la réalité c'est quand même que ce qui se passe aujourd'hui le rémunère. Si on avait fait, pardon, dire des choses un peu mécaniquement, on aurait attendu, entre guillemets, tranquillement plus tard. Or, on voulait qu'il se passe des choses dès maintenant. Et puis, il y a aussi la discussion qu'on a eue, c'est bien de rémunérer des pharmaciens qui délivrent des kits, c'est encore mieux quand les gens font le test. Donc, il y a tout ça derrière aussi sur lequel on veut continuer à travailler avec vous sur l'efficacité de ce dispositif. Alors, un point, c'est que l'association des libéraux de santé, association de l'ensemble des syndicats majoritaires, des syndicats de professionnels de santé, dont la FSPF est un membre, et donc certains de mes collègues sont au premier rang, a rédigé une excellente proposition de loi à usage des candidats à l'élection présidentielle, dans laquelle figure la suppression
de ce délai de 6 mois qui nous paraît particulièrement, d'une part, injuste et d'autre part, impossible à expliquer à la population. Donc nous espérons que les politiques s'en saisiront parce que franchement, ce délai de 6 mois... Allez, nous allons maintenant conclure. Thomas Fatome, quelques mots en guise de conclusion. Oui, d'abord, on a encore beaucoup de boulot, beaucoup de chantiers devant nous, et ça va venir vite. On a parlé modèle économique, mais on a aussi un programme en matière de santé publique qui est important, des nouveaux accompagnements à déployer, insuffisance cardiaque, opiacés, toute une série de sujets. On a notre volet transition écologique, ça n'est pas un gadget. Les pharmaciens, comme les autres professionnels de santé, on souhaite vraiment, dans les conventions, mettre du contenu sur voilà, la gestion des déchets, la pharmacie éco-responsable, et je crois qu'on a avec nos partenaires un très très bon écho. On aura bien sûr ces discussions économiques, et puis je suis sûr, en tout cas, voilà, c'est une conviction qu'on aura dans les prochains mois des débats sur l'accès aux soins, des débats sur les compétences des professionnels de santé, et que voilà, on est sur un champ qui bouge, et que, en tout cas, on veut, avec les pharmaciens, leur proposer de bouger et être acteurs avec le ministère des évolutions. Et je suis sûr qu'honnêtement, les prochaines semaines et les prochains mois vont être assez riches de ce côté-là. Donc, on a encore une fois beaucoup de chantiers à partager avec les pharmaciens. Merci beaucoup, Thomas Fatome. Philippe Bessé, c'est à vous de conclure. Vous avez 2 minutes. Alors tout d'abord, vous dire que nous avons un enjeu d'évolution toujours permanente. Donc nous préparons l'avenant 2023 sur le côté environnemental et écologique qui est très important pour nous, notamment au niveau de l'attractivité de la filière, parce que les jeunes sont très attachés à cet aspect des choses. Nous souhaitons l'améliorer en parlant de RSE, en parlant de responsabilité sociétale de l'entreprise, au-delà de l'environnement, c'est-à-dire la prise en compte de l'équilibre au travail, la prise en compte d'autres secteurs qui sont très importants pour nous. Donc ça, c'est un des chantiers que nous voulons améliorer dans le cadre de cet aspect-là qui vient d'être évoqué. Nous avons des nouveautés, des choses que nous voulons véritablement intégrer, notamment au niveau donc des interventions du pharmacien sur l'ordonnance. Donc ça, c'est en lien avec le déploiement de la e-prescription. Le leitmotiv de mon congrès, je vais finir par faire un communiqué de presse, c'est que je considère qu'il y a actuellement un scandale d'État sur on va dire l'opposition, ou en tout cas le fait de tellement traîner les pieds que ça devient insupportable, de l'hôpital public pour faire les prescriptions de sortie hospitalière. On nous demande de brocanter des solutions pour faire face à la fraude sur les ordonnances qui sont en fait liées à l'incurie de l'hôpital pour réaliser des prescriptions sécurisées de sortie. C'est insupportable. Ils doivent adopter la e-prescription. On vient de leur donner des milliards d'euros pour réformer leur informatique et ils ne veulent pas faire ce sujet. C'est insupportable. Donc, nous ferons notre travail, nous aurons à faire nous ferons les interventions du pharmacien, c'est dans notre feuille de route de 2023. Bien sûr, la préservation du réseau pour 2023, ce sera la prise en compte de la proximité, de la ruralité, c'est aussi dans notre feuille de route de 2023 dans l'équilibre économique. Et j'ajoute, et je termine là-dessus, que un de nos autres enjeux, en plus des enjeux prospectifs que je viens de donner, c'est le déploiement. Et ce déploiement, il va se faire au travers, pour nous, d'un Tour de France. Je suis parfaitement d'accord avec le directeur. Le beau moment, c'est l'automne, parce que c'est le moment où l'ensemble des dispositifs vont se mettre en œuvre. Donc nous allons aller dans toutes les régions de France. Nous ferons des amphithéâtres de l'officine. Nous serons dans les facs. Donc dans chacune de ces régions, donc on va essayer de travailler ça avec les étudiants, avec les doyens. L'idée, c'est d'aller à la rencontre des pharmaciens, de leur expliquer dans un premier module l'ensemble de la convention, et à chaque étape, on prendra un dispositif et on expliquera quel est le dispositif. On va faire tout ça à l'automne, et j'espère que comme ça, on est prêt en 2023 pour attaquer cette belle réforme conventionnelle. Très bien, merci messieurs pour la qualité de cet échange. On vous applaudit.
Voilà, alors la matinée n'est pas terminée puisque elle se poursuit maintenant avec nos ateliers partenaires jusqu'à 12h45 et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver ici même à 14h30 pour notre première table ronde. À tout à l'heure, merci.